Bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal avec des panels de haut niveau qui se tiennent au Maroc en prélude du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement. Ces panels ont été initiés sur plusieurs thématiques et ils préparent l'ouverture de l'Assemblée annuelle de la BAD prévue jeudi. Herman Yamie nous fait le point. Palais des congrès de Marrakech au Maroc, il est 8h ce lundi 27 mai, la cour grouille de monde. Environ 2500 délégués des 78 pays membres de la BAD, la Banque africaine de développement, sont présents à cette 48e assemblée annuelle de la BAD et à la 39e assemblée annuelle du Fonds africain de développement FAD. Parmi ces participants, des ministres des Finances, des gouverneurs des banques centrales, des représentants d'institutions multilatérales de financement, d'agences de développement et d'organisations non gouvernementales ONG, ainsi que des chefs d'entreprise. À ces assises, il est attendu des propositions concrètes susceptibles de faciliter l'émergence de l'Afrique. Parce que selon les panélistes, les ressources existent en Afrique. Il faut seulement investir massivement dans tout ce qui peut favoriser un changement structurel propice à la croissance. Et en la matière, le secteur des technologies de l'information et de la communication a un rôle important à jouer. Des séminaires de haut niveau portant sur les secteurs comme les infrastructures routières, l'énergie, le capital humain, l'agriculture, l'industrie et le secteur des technologies de l'information et de la communication sont à l'ordre du jour. Le retour de la BAD à son siège initial à Abidjan sera également évoqué au cours de ces assises. Les assises annuelles de la BAD sont prévues demain jeudi. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan va y prendre part. Avant la cérémonie d'ouverture officielle, le chef du gouvernement a animé un panel hier sur plage à Marrakech au Maroc. Thème de la rencontre, l'importance des infrastructures dans le développement du continent africain. Alvor Assa. Le projet des autoroutes Abidjan-Lagos, Abidjan-Niamey, la réussite du système énergétique de la Côte d'Ivoire, cas de la centrale d'Azito, qui est un exemple reconnu par la Banque mondiale selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et qui permet d'approvisionner la sous-région. C'est sur ces projets que le Premier ministre a développé son intervention lors du panel consacré au rôle des infrastructures dans le processus de développement du continent africain. Au niveau des pays de l'ASEAN. Je crois que ces pays ont montré la voie. Que si nous voulons au niveau de l'Afrique aller très vite, il nous faut accorder une importance particulière, disons que, aux transformations structurelles. Que ce soit des transformations à la fois, disons que, globales, qui doivent être profondes, mais aussi des transformations sectorielles. Et disons, c'est ce qui permet d'aller de l'avant. Et ça demande des efforts énormes, mais disons que les résultats sont très payants. Pour lui, donc, les infrastructures sont essentielles pour le développement de l'Afrique. Et cela est soutenu par la volonté politique des présidents qui veulent faire, en tout cas au niveau de la CEDEAO, une CEDEAO des peuples avec une intégration réussie. Lors de ce panel relatif au rôle des infrastructures dans le processus de développement du continent africain, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan avait à ses côtés Ibrahim Ba de la CEDEAO et Kalam Pinga du secteur privé. Pour eux également, les infrastructures précèdent tout développement. Et c'est ce qui se fait actuellement en Côte d'Ivoire, au Niger et en Sierra Leone, permettant à ces pays d'avoir une croissance économique respectivement à 8,9%, 11% et 18%. Parlons à présent de lutte contre la criminalité transfrontalière, également appelée la cybercriminalité. Ce phénomène gagne du terrain sur le continent et de plus, les criminels dans ce domaine utilisent des moyens sophistiqués. Pour faire face à cela, un salon international de la défense et la sécurité intérieure dénommé Africa Shield se tient à Abidjan depuis hier et prendra fin le 30 mai. Au cours de cette rencontre, plusieurs experts réfléchissent sur le thème central du trafic d'êtres humains. Lansina Ouattara nous en parle. Intercepter les communications de terroristes, pister des bandits par la vidéosurveillance, localiser des véhicules volés à l'aide de GPS, identifier des bandits grâce aux traces ADN laissées sur un lieu de braquage ou encore récupérer les données d'un disque dur d'un cybercriminel sont autant de possibilités qu'offrent les technologies dans la lutte contre l'insécurité. Le Salon international de la défense de la sécurité, Africa Shield, ouvert pour 3 jours à Abidjan, se veut un espace de rencontre de professionnels. C'est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko,
représentant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a ouvert le salon. Il a situé les enjeux de cette rencontre d'experts venus d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Outre les questions de sécurité des États et du rôle des nouvelles technologies dans le succès des enquêtes de police, le salon se propose de traiter de la question cruciale de la sécurité des individus, avec la problématique de la traite d'êtres humains, qui est devenue aujourd'hui un fléau des temps modernes. Ahmed Bakayoko n'a pas manqué de revenir sur la politique ambitieuse de sécurité appliquée par l'État ivoirien. La situation s'améliore. Aujourd'hui, grâce à un système de vidéosurveillance au niveau de la ville d'Abidjan, nous avons réussi à donner plus de liberté aux populations et garantir dans de meilleures conditions leur sécurité. À cet espace d'échange sur la thématique du trafic des êtres humains, plusieurs ministres et personnalités en charge de la sécurité, notamment du Togo, du Burkina Faso, du Mali, du Libéria et du Gabon. La visite des exposants de Côte d'Ivoire et ceux venus de l'étranger a permis de voir les innovations en termes d'équipement et d'infrastructures technologiques. La deuxième session de la plateforme partenariat public-privé s'est ouverte lundi à San Pedro. Au centre de la rencontre, l'évaluation et la déclinaison des priorités pour les 6 prochains mois. Noël Nyagno pour plus de détails. San Pedro, capitale du Sud-Ouest, deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire, premier port exportateur de cacao au monde, concentre pour 72 heures la plateforme de partenariat public-privé. Responsable du secteur public, gouvernement, institutions nationales, chocolatiers, exportateurs, producteurs, membres de la société civile pour la deuxième session après celle d'octobre 2012. Il s'agit de faire l'évaluation des actions de la plateforme, capitaliser les acquis, voir comment les consolider, identifier les facteurs bloquants, rechercher les pistes de solutions. Tout cela en vue de réhabiliter et moderniser le secteur café-cacao, promouvoir sa durabilité en mutualisant et optimisant les ressources. Parce que secteur spécifique nécessitant une démarche singulière. C'est un résultat très positif pour ce qui concerne la filière café-cacao d'avoir cette plateforme-là. Et à partir de l'expérience positive de la filière café-cacao, on verra dans quelle mesure ce partenariat public-privé peut être élargi aux autres filières pour que ensemble, l'État et les privés puissent mettre en place un programme de développement durable. Partenaires techniques et producteurs attendent de cette deuxième rencontre une meilleure organisation de l'exploitation des acquis et la mise en place des moyens d'identification des producteurs. Nous leur demandons de faire en sorte que le programme prévu soit exécuté pour que les producteurs gagnent et qu'ils prennent en compte aussi dans ce programme le recensement des producteurs, parce que cela répond aussi sur la durabilité. Il faut connaître les acteurs réels de la filière café-cacao. Je constate que beaucoup de choses ont été déjà réalisées par le secrétariat technique, qui est vraiment une bonne chose. Je constate aussi qu'il y a la volonté de coopération entre le secteur public et privé. Pour que moi j'aimerais voir, c'est comment les recommandations des groupes thématiques remontent au niveau de la plénière pour que nous prenions les leçons pour modifier la politique en matière de café-cacao. La plateforme de partenariat public-privé de la filière café-cacao a été mise en place en mai 2012. Elle est à sa deuxième session avec 27 projets réalisés, 118 en cours d'élaboration pour un coût d'environ 60 milliards de francs CFA. Intéressons-nous à cette tradition en cours depuis quelques années à la Société ivoirienne de raffinage. Hier mardi, les pompiers de la CIR et du groupement des sapeurs-pompiers militaires ont consolidé leur capacité d'intervention. C'était au cours d'un exercice de simulation incendie. Et c'est avec Hugues Hervé Blé. Le système de sécurité incendie de la Société ivoirienne de raffinage est en place et fonctionne bien. La simulation incendie de ce mardi a permis de le vérifier une fois de plus. Il s'agissait de gérer 2 sinistres. Un sinistre à la CIR où nous avions un feu à la cuvette d'un bac de pétrole brut avec 2 victimes, 2 blessés et un déversement de produits pétroliers sur l'appontement Petrosi. L'exercice s'est déroulé sur 2 heures de temps.
À cette occasion, la CIR a fait don de 2 générateurs de mousse et 200 litres d'émulseur à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, institution qui forme également ses agents de sécurité incendie. Pour éviter tout incendie et les graves dégâts qu'il pourrait entraîner, la CIR, où le feu et les produits pétroliers se côtoient au quotidien, fait le choix de la rigueur et de la vigilance. Une fois par an, en relation avec le groupement des sapeurs-pompiers militaires, avec la gendarmerie, avec la police, avec le SAMU, nous déclenchons le POI qui est un exercice donc annuel de très grande envergure. La CIR est prête, elle est équipée en conséquence et c'est même la raffinerie la plus équipée dans la sous-région, capable donc d'intervenir pour n'importe quel feu qui se produirait ici. Pas d'improvisation en cas d'incendie, mais des actions coordonnées et efficaces des différents acteurs. Cet engagement des responsables de la CIR semble bien fonctionner. Les différents exercices de simulation le démontrent. À l'hémicycle, les députés de Côte d'Ivoire ont adopté hier un projet de loi sur la gestion des parcs nationaux et réserves. Ces lieux ne sont pas délimités et cela constitue un véritable danger pour leur préservation. Victorine Yaoyoboué. Les parlementaires se sont félicités de l'intérêt de l'État pour la protection et la préservation des parcs nationaux et réserves naturelles du pays. C'est donc à la quasi-unanimité qu'ils ont adopté le projet de loi modificatif de la loi de 2002 qui autorise le gouvernement à délimiter ces aires protégées. Cette délimitation devait se faire depuis 2002, mais elle a été impossible à cause de la crise. Et ce temps de carence a eu de graves conséquences sur ces parcs et réserves de Côte d'Ivoire. C'est le cas du parc national de la Comoé, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, déclaré aujourd'hui patrimoine en péril. C'est aussi le cas pour le parc national du Mont Péco. Et justement, les députés ont voulu savoir l'impact de l'occupation d'Amadé Ourémy sur ce parc. Nous nous sommes tous réjouis du fait que le sieur Amadé Ourémy ait été mis aux arrêts. Et concernant donc le Mont Péco, il y a une équipe qui est partie il y a quelques jours pour aller faire un état de lieu. Une fois qu'on aura fait donc ce diagnostic, en ce moment-là, bien entendu, les mesures correctives vont être prises. Le caractère relativement récent des activités qui ont été menées nous conduisent à rassurer, mesdames et messieurs les députés, à dire que si plantation il y a eu, elles seront détruites. Toute autre activité qui a déjà été commencée, toutes ces activités-là seront arrêtées immédiatement. Concernant la surveillance de ces aires protégées, le ministre Alakwadio donne le ratio d'un agent des eaux et forêts pour 5000 hectares. Pour combler cette insuffisance, le ministre de l'Environnement invite chaque citoyen à être un défenseur de l'environnement. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, s'est rendu à Agadez, l'une des 2 villes du nord du pays, frappée par des attentats suicides jeudi dernier. À Agadez, le chef de l'État nigérien a tenté de rassurer les populations. Reportage. La vie reprend timidement à Agadez, 5 jours après l'attentat suicide contre le grand camp militaire. Les habitants vaquent à leurs occupations, mais le cœur n'y est pas. Ils sont pour la plupart gagnés par l'inquiétude. Un sentiment à l'origine des réunions d'urgence qui se multiplient dans la principale ville du Nord Niger. Parmi les participants, des ex-rebelles touaregs nigériens. Ils redoutent la stigmatisation, comme l'ensemble de la population locale. Les populations ont peur d'AQMI. Elles ont peur des réactions de l'armée par rapport à cette situation, par rapport à ce qu'on pense qu'il peut y avoir de complices au niveau de la région d'Agadez, donc les populations ont peur. Sur la scène du crime, encore visible d'importants dégâts matériels, mais aussi les débris du véhicule utilisé par le kamikaze. Les autorités nigériennes tentent de rassurer les habitants d'Agadez en affirmant qu'ils n'ont aucune responsabilité dans l'attaque de jeudi dernier. Le président Issoufou accuse plutôt la Libye. Je le confirme, l'ennemi qui nous a attaqués à Agadez et à Arlit vient du sud libyen, d'où parallèlement une autre attaque est préparée contre le Tchad. D'après les autorités nigériennes, leur pays et le Tchad sont désormais dans le viseur des islamistes radicaux. Niamey promet que les 2 États mettront tout en œuvre pour faire face à la menace terroriste.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon début de journée à tous et à toutes.